Certains de nos journaux sont-ils menacés de disparition? Depuis le 20 avril, Presstalis, le principal distributeur de la presse en France, est en dépôt de bilan et c'est une course contre la montre qui se joue pour sauver ce qui peut encore l'être. L'entreprise, qui détient les 3/4 du marché, est très endettée, de l'ordre de 500 à 600 millions d'euros au total. On en a beaucoup parlé ici, mais parce que c'est essentiel pour l'information et même également pour le pluralisme démocratique. Nouvel épisode du feuilleton, mardi prochain, Presstalis a rendez-vous au tribunal de commerce de Paris, une audience qui peut décider d'un redressement judiciaire ou, dans le pire des cas, d'une liquidation. D'ici là, les deux coopératives qui constituent Presstalis, celle des magazines, 73% du capital, et celle des quotidiens, 27% du capital, doivent tenter de parvenir à un accord. Pour faire le point, nous recevons Éric Fotorino, cofondateur de l'hebdomadaire Le 1 et des trimestriels Zadig, America et Légende. Bonjour Éric Fotorino. Bonjour Philippe Vandel. Merci d'être avec nous en direct sur Europe 1. Nous avons déjà reçu ici pour en parler Frédéric Casgrain. Je rappelle qu'il est président de la coopérative des magazines de Presstalis et patron de Marianne. Puis Louis Dreyfus, président de la coopérative des quotidiens de Presstalis et président du directoire du groupe Le Monde. Donc la parole est désormais à vous, Éric Fotorino, cofondateur du 1, Zadig, America, Légende. Est-ce que vos journaux indépendants vont survivre à cette crise? Comment voyez-vous ça? Bien sûr que c'est une question cruciale qui se pose pour nous chaque jour depuis que on connaît le sort qui va être réservé à Presstalis. Déjà, il est en cessation de paiement et comme vous le disiez, le 12 mai, on peut aller jusqu'à une liquidation judiciaire. Donc pour nous, il y a deux moments dans ce dossier. Le premier qui a été vécu la semaine dernière avec l'autorité de régulation qui s'appelle l'ARCEP, de régulation de la distribution de la presse, qui nous a autorisé le 12 mai à quitter Presstalis, ce qui n'était vraiment pas gagné dans la mesure où on nous demandait au contraire de rester dans Presstalis, de signer un plan inacceptable, on pourra dire pourquoi, et donc on serait vraiment mort sur place dès le 12 mai. Là, on va pouvoir se faire distribuer par une autre coopérative, une autre messagerie qui s'appelle MLP, les messageries lyonnaises de presse, et ce qui nous permettra d'assurer nos recettes de l'avenir. Mais là où nous risquons toujours encore de mourir aujourd'hui, c'est que nous ne sommes pas du tout certains de récupérer ce qu'on appelle les encours, c'est les recettes des ventes des dernières semaines et des derniers mois sur nos hebdomadaires et trimestriels. Pour mon petit groupe de presse, ça représente à peu près 800 000 euros. Vous imaginez bien que sans ces 800 000 euros, on peut être libre et mourir quand même. On ne se rend pas compte, il y a des gens qui n'ont aucune idée des ratios et des sommes d'argent. 800 000 euros, qu'est-ce que ça représente pour vous, pour un groupe de presse comme le vôtre? C'est beaucoup, c'est peu, c'est la moitié, c'est un dixième, qu'est-ce que c'est? Non, c'est pour un chiffre d'affaires de l'ordre de 4,5 millions d'euros. Quand il vous manque 800 000 euros, il vous manque pas loin de 20% de votre chiffre d'affaires, ce qui est énorme. Et évidemment, vous savez, la trésorerie, c'est souvent ce qui tue, qui fragilise les PME ou les TPE, les très petites entreprises. Oui. C'est que vous ne pouvez plus payer vos fournisseurs, en l'occurrence, acheter votre papier, payer la distribution, payer les auteurs et faire de temps en temps de la promotion. Donc évidemment, ça vous empêche de tout, ça vous paralyse et vous tombez. À situation de crise, conséquence de crise, est-ce que les papetiers, vos fournisseurs, puisque vous en parlez, vos imprimeurs, comprennent ce qui se passe au sein de Presstalis, comprennent également peut-être cette crise du coronavirus qui vous touche, ou est-ce qu'ils vous disent non, un contrat c'est un contrat et vous devez nous payer et donc vous, à moyen terme, mettre la clé sous la porte? Est-ce qu'il n'y a pas un peu de compréhension de la part des gens avec qui vous travaillez? Nous, on a un très bon imprimeur qui est l'imprimerie Maury, qui imprime beaucoup de grands journaux comme Le Point et d'autres. Eh bien, en fait, depuis même avant la crise du Covid, il y avait une telle tension sur les papetiers, sur les imprimeurs, qu'on devait payer notre papier cash. Autrement dit, on était nous les banquiers du système, c'est-à-dire qu'on devait acheter cash un papier à peu près un mois avant son impression et dont on aurait une recette quelquefois à 180 jours plus loin. Donc vous imaginez la corde raide entre le moment où vous déboursez votre argent et le moment où vous serez payé de journaux qui ont été imprimés sur ce papier. Donc ça, c'est quelque chose que je dénonçais déjà avant la crise de Presstalis et qui s'est aggravé évidemment. Ils ont le couteau sous la gorge, les imprimeurs aussi, vis-à-vis des papetiers. Mais comment se dit-il que les papetiers ne comprennent pas ça? Parce que si tous les journaux coulent parce que les gens exigent d'être payés tout de suite, pardon de dire ça, mais il n'y aura plus de journaux, donc il n'y aura plus de papeterie, il n'y aura plus d'impression.
Vous avez raison, mais vous savez, le problème, c'est comme dans le film de Renoir, La règle du jeu, où un personnage dit à un moment donné, le problème dans la vie, c'est que chacun a ses raisons. Oui. Eh bien, les papetiers ont leur raison parce que le marché des papetiers, c'est un marché sanglant aussi. Il y a eu des concentrations énormes. Vous vous rendez compte, le plus grand papetier, un des plus grands d'Europe, Arjo-Marie, a mis la clé sous la porte, hein, avec les papiers recyclés qui d'ailleurs étaient faits et servaient à l'impression du 1. Donc, ce sont des métiers, au fond, où il y a eu une telle baisse des diffusions de la presse depuis 10 ans, mais ça s'est encore accéléré ces dernières années, que évidemment le carré, le lieu de concurrence est de plus en plus rétréci, le gâteau est de plus en plus étroit, et donc on se massacre à l'intérieur de ce carré étroit. Alors je l'ai dit, il y a deux plans qui s'opposent, plutôt deux visions que je vais essayer de résumer. D'un côté, le plan de Presstalis défendu par les quotidiens qui prône le maintien d'une structure unique, structure qui continuera à distribuer aussi bien les journaux quotidiens que la presse magazine. De l'autre, le plan des magazines qui propose une séparation des magazines et des quotidiens et qui préfère une association avec les MLP que vous avez cité, concurrent de Presstalis, qui distribue 40% de la presse magazine. Vous-même, Éric Fotorino, quelle est votre position en tant qu'éditeur indépendant? Aucun des deux? Les deux? Alors, comme vous avez compris, mes publications seront chez MLP dès le 12 mai et mon prochain magazine Légende qui sort le 17 juin a déjà été inscrit sur MLP. Pardon, juste un mot, c'est transitoire ou c'est définitif? Ah non, c'est définitif, c'est définitif. Mais pour revenir à votre question très précise, moi je vais vous faire une réponse très précise. Derrière ces deux plans divergents, il y a deux visions qui ne peuvent plus se réconcilier. Pendant très longtemps, la presse écrite, c'était une maison commune. Vous aviez des quotidiens, vous aviez des magazines et un système qu'on appelait de péréquation qui faisait que les quotidiens ne payaient pas le coût de leur distribution, ils le sous-payaient et c'était les magazines qui mettaient la main à la poche pour faire la différence. Voilà, c'est bien de le dire. Aujourd'hui, vous avez des quotidiens qui sont sur le kiosque, la vente au numéro en perte de vitesse, mais en perte de vitesse choisie. C'est-à-dire qu'ils ont voté la mort du papier. Pour eux, le papier, c'est plus un problème pour eux, excepté le week-end où ils ont leurs suppléments, etc. Donc, ils sont en pleine mutation numérique. C'est le cas du Monde, du Figaro, d'un certain nombre d'autres. Donc, pour eux, évidemment, l'intérêt, c'est d'avoir une seule structure commune pour pouvoir continuer à bénéficier de ce que les magazines peuvent amortir dans le prix de distribution de leurs journaux. Vous avez compris que c'était pas du tout mon option. Moi, je pense que la maison commune étant scindée, il faut une structure pour les quotidiens qui gèrent leurs problèmes de quotidien, qui assument leurs coûts et qui sont dans le show, ce qu'on appelle le show, parce que c'est chaque jour un quotidien par définition, et que l'autre côté, avoir une structure des magazines qui gère ce qu'on appelle le froid, même si le froid n'est pas si froid que ça, mais enfin hebdomadaire, mensuel, trimestriel, qui n'ont pas le même rythme, qui n'ont pas les mêmes coûts, et qu'ils s'affranchissent de cet assujettissement qui est de payer pour les quotidiens. Donc pour moi, c'est deux visions de la presse. Les quotidiens qui finalement veulent encore un peu d'argent de l'État et des magazines pour finalement accomplir et parachever leur mutation vers le numérique, et les magazines qui, eux, sont à 100% sur le papier. Très peu ont voulu ou réussi leur mutation numérique et qui considèrent qu'ils ne doivent pas payer pour les quotidiens. Limpide état des lieux, Éric Fotorino, vous restez avec nous, vous parliez de l'État, on va raconter ce que propose l'État au groupe de presse. En Culture Média. Philippe Vandel. On parle de Presstalis, le principal distributeur de la presse en France qui est en dépôt de bilan. Le prochain épisode, ce sera mardi prochain. Presstalis a rendez-vous au tribunal de commerce de Paris qui doit statuer, soit un redressement judiciaire ou dans le pire des cas, une liquidation. Nous sommes avec Éric Fotorino, le cofondateur de l'hebdomadaire Le 1 et des trimestriels Zadig, America et d'autres. L'État, évidemment, s'intéresse à ce dossier, voit que la situation est très critique, y compris pour les groupes de presse. Et l'État propose aux groupes de presse une aide financière soumise à condition. Il pourrait injecter 83% de la fameuse créance des éditeurs, soit 100 millions d'euros, la moitié sous forme de subvention, l'autre sous forme d'un prêt remboursable en 6 ans. C'est un peu technique, mais on ne peut pas faire autrement. En échange, 70% de la somme doit être réinvestie dans la restructuration de Presstalis. Si j'ai bien compris, cette proposition de l'État ne vous satisfait pas. Pour quelle raison, Éric Fotorino ? Ouais, écoutez, Philippe Vandel, vous venez d'énoncer en fait les termes de l'équation. Quand on met sur papier ce que vous avez dit, c'est-à-dire qu'on nous dit on paye 83%, mais vous remettez au pot 70%, donc de votre créance qui est de 100 au départ, mais sur ces 83%, la moitié est une dette. Autrement dit, il vous reste dans la poche, on a fait les calculs,
25, parce que c'est 70% de 83, donc c'est pas 13, c'est 25, mais vous enlevez la moitié de 83, donc 41,5, donc votre créance est devenue une dette de 16,5. Donc d'un plus, vous faites un moins, et donc il était évident que pour des structures comme nous, comme des journaux indépendants, on ne pouvait pas s'asseoir sur nos recettes, et en plus de ça, financer à perte une structure dont nous savons déjà qu'au bout de 2 ans, elle sera dans les mêmes affres que l'a été Presstalis jusque-là, parce qu'il y aura un problème de financement évident. Voilà, donc on ne pouvait pas accepter ça, et c'est comme ça, d'une certaine manière, qu'on a perçu la décision de l'ARCEP de nous libérer de l'obligation de signer un tel plan. Il y a certains titres qui sont adossés à des grands groupes qui craignent moins de choses, et puis il y a les petits éditeurs indépendants dont vous faites partie. Combien de titres sont menacés selon vous ? Ah ben c'est pas selon moi, c'est objectivement, je l'ai fait calculer, il y a 200 titres indépendants, dont une trentaine qui sont très connus des lecteurs. Hein. C'est aussi bien les journaux de Sopress, de Franck Hanès, que Oui Demain, que l'Éléphant, qui en plus ce sont des titres, si vous voulez, c'est un peu comme le sel de la terre, le sel de la presse, qui ont réinventé un lien avec les lecteurs, qui ont fait des beaux objets de presse, souvent sans publicité ou à très faible recette publicitaire. Donc c'est cette innovation-là. Et si vous voulez, moi je vais plus loin. La conclusion que je tire, et c'est ce que j'ai dit publiquement plusieurs fois, que j'ai écrit, c'est que si on acceptait que disparaissent tous ces titres indépendants, cela voudrait dire que nous sommes entrés, qu'il faut acter que désormais, pour faire de l'information, pour façonner l'opinion aujourd'hui en France, il faut être un gros industriel, il faut être un milliardaire. Autrement, si vous êtes une presse indépendante, vous êtes condamné à mourir. Vous parlez de magazine, on va entendre ce qu'on disait le directeur de la rédaction d'un important quotidien historique fondé en 1917 par Jean Jaurès. Écoutez ce qu'on disait de cette affaire, le patron de l'UMA, Patrick Le Yarrick, à ce micro. Moi, je supplie les quotidiens et les magazines de s'entendre, c'est-à-dire qu'on fasse ensemble, à partir des savoir-faire, à partir de l'histoire de Presstalis et du modèle coopératif de Presstalis, qu'on fasse une seule messagerie. Il faut arrêter les disputes et ne pas laisser les éditeurs indépendants et les petits éditeurs de côté, parce que vous savez que dans cette affaire, les journaux qui sont adossés à des grands groupes industriels ou financiers, ils vont s'en sortir. Mais les journaux autonomes, la presse régionale même, qui a parfois un statut familial ou un statut associatif, elle peut tomber. Vous êtes d'accord avec Patrick Le Yarrick, patron de l'Humanité ? Alors pas surtout, je suis d'accord avec ce qu'il dit à la fin sur le risque de presse, de journaux qui peuvent tomber. En revanche, quand il dit qu'il faut revenir à l'esprit coopératif, mais c'est une illusion, il n'y a jamais eu d'esprit coopératif. Presstalis a toujours été géré comme un clan, le clan des gros éditeurs, essentiellement de quotidiens, qui s'attribuaient ce qu'on appelle dans la grande distribution des marges arrière, des ristournes, et nous, je peux vous dire, on n'a jamais été bénéficiaire de la moindre clémence de Presstalis sur les tarifs de distribution. Au contraire, il a même été dit dans certaines réunions que les petits éditeurs, ils voulaient les garder parce que c'était sur notre dos qu'ils faisaient la marge. Donc ça veut bien dire ce que ça veut dire. Donc non, moi je pense que Patrick Le Yarrick rêve un esprit coopératif qui n'a jamais eu lieu. Moi je veux bien être coopérateur, y compris pour gérer une stratégie ou gérer des fonds, mais ça ne m'a jamais été proposé. Cela étant dit, nous éditeurs de presse, notre métier c'est pas de gérer Presstalis. Notre métier c'est de faire des journaux, de bons journaux qui sont bien distribués, ça c'est leur boulot, mais qui sont intéressants et que les lecteurs veulent acheter. Vous avez, on l'a dit, vous avez quitté Presstalis pour rejoindre les MLP, Messageries Lyonnaises de la Presse, et puis une initiative, je ne sais pas si vous avez vu ça, il y a 7 petits éditeurs indépendants qui ont dit qu'ils voulaient quitter Presstalis. Ils sont réunis en coopérative, le Céline ou Célin, coopérative des éditeurs libres indépendants. Il y a Sopress, il y a le journal de Mickey, il y a Picsou Magazine, il y a Royalement Vôtre édition qui édite Point de Vue pour dire à quel point c'est différent. Il y a Première dans ces gens-là, Studio, le film français, Cosette, les Cahiers du cinéma et même les Panini France. Que pensez-vous de cette initiative ? Écoutez, moi je leur ai dit, je la soutiens à 100%, je n'exclus pas du tout de les rejoindre, parce que je crois que si on a demain un Presstalis d'un côté, MLP de l'autre, un nouveau Presstalis, et que Presstalis doit, avec la volonté de la profession et du gouvernement, fusionner avec MLP,
les problèmes qui existent aujourd'hui, par contagion, reviendront tôt ou tard dans la structure des messageries. Donc je pense que l'initiative de Célin avec Emmanuel Mounier, avec Franck Hanès, est une initiative très intéressante. Je ne l'ai pas rejointe à l'heure qu'il est, parce que je pense qu'il faut fermer des portes avant d'en ouvrir d'autres. C'est une question plus de timing, de calendrier, mais moi je la suis de très près et je pense que c'est l'avenir. Merci beaucoup Éric Fotorino, cofondateur de l'hebdomadaire Le 1. Je vais citer quand même la une de cette semaine de votre numéro Le 1, Culture, le Big Bang, et on sait qu'à partir de 10h30 et dans la matinée, le président Macron va faire des annonces au sujet de la culture et le marasme qu'elle vit en ce moment à cause de la crise du coronavirus. Merci Éric Fotorino.